Bonjour et bienvenue pour la traditionnelle vidéo réaction concernant la liste de Didier Deschamps. C'est bon, nous connaissons les Bleus qui vont disputer les 2 prochains matchs de l'équipe de France et évidemment il y a des satisfactions mais il y a également des frustrations. Avant de commencer cette vidéo, je rappelle 2 warnings qui me semblent essentiels et qui sont relativement peu rappelés. Le premier, c'est le fait qu'on n'est pas à la place du staff de l'équipe de France. C'est extrêmement facile de venir en mode inspecteur de travaux finis comme je fais là aujourd'hui, comme vous le faites sûrement de votre côté sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas en tête toutes les contraintes qui peuvent peser sur le staff de l'équipe de France. Il y a des questions de groupe, il y a des questions d'incorporation, il y a des questions de choses qui sont vues à l'entraînement et qu'on ne connaît pas forcément, donc évidemment ça n'empêche pas qu'on a le droit d'émettre un avis, mais tout ça est à prendre avec d'immenses pincettes et chacun doit rester à sa place. Et la deuxième chose, vous l'aurez deviné au timing de la vidéo, c'est une vidéo qui est faite à chaud, à la découverte de la liste de Didier Deschamps, donc vous me pardonnerez si je suis passé à côté de quelques explications présentes en conférence de presse. N'hésitez pas à les mettre en commentaire pour m'expliquer certaines choses que je n'aurais pas compris. Donc quelles sont mes frustrations via les absences, mes surprises via les présences et mes motifs de satisfaction? On en parle, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le contexte de la liste de l'équipe de France, c'est que tu affrontes l'Ukraine et l'Islande dans 2 matchs qui ne sont pas cruciaux, on va être honnête, ce sont des adversaires relativement mineurs, même si l'Ukraine a quelques bons joueurs, dont une figure de proue qu'on connaît désormais bien en France, puisqu'il vient de débarquer au Paris Saint-Germain, à savoir le défenseur central Zabarny. En fait, cette liste, elle est surtout regardée à l'aune de la Coupe du Monde 2026. C'est la prochaine grande échéance de l'équipe de France, c'est là où tu vas vraiment attendre des résultats de la part des Bleus, et du coup, chaque joueur vient en vue de préparer cet événement. Alors évidemment, il faut être tout de suite opérationnel. Évidemment, il y a des questions de forme, mais quand même, on peut se dire que ça va surtout être des matchs qu'on va même regarder, qu'on va même analyser en ayant le regard tourné vers l'avenir. Une fois qu'on a dit ça, moi je vais faire part de ma principale frustration pour commencer la vidéo. L'absence de Corentin Tolisso. Le jour où Didier Deschamps va découvrir que Tolisso est français, ça va être quelque chose de formidable. Parce que moi, je m'explique pas l'absence de Tolisso autrement que par ça. Je pense que Deschamps est persuadé que Tolisso est suisse, belge, algérien, j'en sais rien, mais il doit penser qu'il n'est pas sélectionnable. Et si j'arrête de déconner, j'ai beau pas prêter un sou aux théories du complot qui disent que Didier Deschamps ne sélectionne pas les Lyonnais, je dois quand même vous avouer que pour Corentin Tolisso, si l'explication est bien évidemment ailleurs, je suis dans la compréhension la plus totale. À une époque, je me disais que on pouvait entendre l'argument que Tolisso était un joueur qui était déjà un petit peu âgé, que tu préparais des grandes échéances internationales qui arrivaient dans pas mal de mois et que du coup tu préparais pas l'avenir avec Tolisso, donc que tu allais privilégier des jeunes joueurs. Sauf que Tolisso, il a 31 ans et la Coupe du Monde 2026, désormais, elle est dans moins d'un an. 31 ans, une échéance dans moins d'un an, normalement côté âge ça colle. En plus on a un Deschamps qui avait rappelé N'Golo Kanté pour l'Euro 2024, un N'Golo Kanté qui à l'époque avait 33 ans. Autrement dit, normalement l'âge devrait pas être un frein pour Corentin Tolisso. Et en termes de niveau, je comprends pas ce qui ne passe pas quand on regarde la liste des milieux de terrain présents pour l'équipe de France. Je me dis, qu'est-ce qu'il a à envier par exemple à un Manu Koné? À mon avis, pas grand chose. On le voit en Ligue 1, il affiche toutes les qualités nécessaires, il est capable de remobiliser son équipe quand elle a un petit peu de mal, il est capable de prendre ses responsabilités, il est pertinent sans ballon, il est très utile avec, il a une forme qui est étincelante pour un joueur de son âge, peut-être même d'ailleurs que le fait d'avoir manqué beaucoup de matchs à cause de blessures au cours de sa carrière l'a paradoxalement un petit peu préservé, j'en sais rien, je fais pas les tests physiques de Corentin Tolisso, mais en tout cas j'analyse ses matchs et je suis sur le cul, c'est un mec qui est fiable, qui est régulier depuis désormais de longs mois. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? En fait, je suis en train de me dire que Corentin Tolisso, il y a un nom définitif sur lui, peut-être parce qu'il évolue en Ligue 1 et que le championnat français n'est pas considéré par notre sélectionneur, peut-être parce qu'il y a des questions extra-sportives qu'on connaît pas, mais bon, Tolisso, il a quasiment 30 sélections en équipe de France, ça s'est toujours bien passé, s'il y avait eu un scandale, je pense qu'on aurait eu des échos, mais voilà, Tolisso fait tout ce qu'il faut, il est toujours absent de cette équipe de France, c'est ma plus grande frustration, parce que je pense qu'il pourrait apporter beaucoup dans un secteur de jeu où, je vais être honnête, c'est pas là où on est le plus doté en qualité. Il a de l'expérience, il a un profil intéressant, il a la forme, il a les qualités absolues.
Faites-moi venir Tolisso. Il y en a un qui n'est pas présent dans cette liste de l'équipe de France, c'est Kolo Muani. Kolo Muani qui pourtant a toujours eu la sympathie de notre sélectionneur et pour cause, il a très souvent répondu présent en équipe de France, même durant des moments où c'était extrêmement compliqué en club. Bon, bah là, j'ai pas maté la conférence de Didier Deschamps, mais je peux d'ores et déjà vous dire que Deschamps va dire que c'est une question de forme, que c'est une question d'entraînement, parce que comme vous le savez, Kolo Muani est un peu entre deux, il a pas repris la compétition officielle, ses derniers matchs c'est la Coupe du Monde des clubs où il l'a disputé avec la Juve, où il était prêté, depuis il s'entraîne, il me semble en groupe, mais en groupe à part, bref, il y a un état athlétique qui peut interroger. Par contre, la grosse frustration côté attaque, le joueur qui est absent, c'est Hugo Ekitike, et je dois vous avouer que je mange un petit peu mon chapeau, parce que moi j'avais parié qu'il serait présent, la fameuse théorie du joueur qui signe dans un gros club et qui du coup se fait appeler par Didier Deschamps, à quel point Didier Deschamps essaye de nager contre-courant parce qu'il se sentait un peu trop attendu sur cette convocation. Dans tous les cas, Ekitike était absolument énorme du côté de la Bundesliga, Ekitike est désormais énorme en première ligue avec Liverpool, il fait des débuts qui sont tonitruants, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur en forme. C'est un joueur qui a l'expérience de club intéressant, parce que même Francfort, c'est quand même pas une petite formation anonyme, il faut le dire. J'ai du mal à comprendre ce qu'il va manquer à Ekitike, peut-être un petit peu de temps, peut-être l'accumulation des matchs de haut niveau. Didier Deschamps va sûrement dire qu'il est un peu trop tôt pour Hugo Ekitike, mais que son heure viendra, qu'il continue à l'observer et qu'il y a de bonnes choses. Mais franchement, la Coupe du Monde, elle arrive relativement rapidement. Je pense que ça aurait pu être une bonne chose de l'incorporer. Et je pense qu'il aurait eu sa place dans cette liste. D'autant plus qu'en fait, Hugo Ekitike, c'est un mec qui peut parfaitement combiner dans un système en double pointe avec un Kylian Mbappé, avec un Marcus Thuram. C'est un joueur qui a montré de la polyvalence dans le passé. On sait qu'on peut le décaler sur l'aile. Et en fait, si on me dit, ok, tu ne prends pas Hugo Ekitike parce qu'il y a des problèmes de place, moi, ce qui me dérange profondément, c'est que si Kolo Muani avait été en forme, si Kolo Muani, il s'était entraîné, il y aurait eu de la place pour lui. Et il n'y a pas de place pour Hugo Ekitike. Bon, j'ai envie de dire, on va manger notre somme pour ces deux matchs complètement anodins. De toute façon, Ekitike, vu la forme qu'il affiche, il sera tôt ou tard en équipe de France. Et moi, je suis persuadé qu'il fera une entrée et qu'il ne fera pas de sortie derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera installé, eh bien finalement, il sera là de façon durable. Il y a un nom qui a fait polémique, et je dois avouer qu'il m'étonne particulièrement, c'est celui d'Adrien Rabiot. Il y a une grosse polémique sur Adrien Rabiot. Alors j'ai énormément parlé de sa situation olympienne. Vous savez que du côté de Marseille, c'est complexe. Mais ça concerne que le club finalement. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi ça devrait éclabousser la situation en équipe de France. Alors oui, Adrien Rabiot doit se faire sanctionner avec plus ou moins de sévérité, d'une manière ou d'une autre, du côté de Marseille. Chacun a son opinion là-dessus. Je pense que tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut le sanctionner. On n'est juste pas d'accord sur le degré de sanction, mais ça concerne l'Olympique de Marseille. Ça concerne pas l'équipe de France. C'est une sanction qui est là pour des logiques de groupe à Marseille. Enfin, je veux dire, Adrien Rabiot, il n'a pas fait quelque chose où il va passer devant un tribunal en France et où il risque 10 ans de prison ferme parce qu'il aurait fait quelque chose d'absolument honteux. Adrien Rabiot, sportivement, il a sa place en équipe de France. Il n'a jamais posé de problème de groupe avec l'équipe de France, hormis une frilosité extrêmement gênante qui lui a valu le fait d'être persona non grata en équipe de France durant un bon moment, et c'était évidemment amplement mérité, mais désormais ça se passe bien avec Deschamps. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi, à cause d'un incident du côté de Marseille, Didier Deschamps aurait dû ne pas appeler Adrien Rabiot, alors que de son côté ça se passe bien avec le joueur. Bon, vous me l'expliquerez en commentaire, je suis sûr qu'il y en a qui sont persuadés que c'est un scandale que Rabiot soit présent. Moi, je dois avouer que ça me passe un peu au-dessus de la tête. Il y a un truc par contre que j'apprécie beaucoup, c'est la présence d'Akliouche. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai été étonné, parce qu'en fait, je trouve le timing un peu curieux. Non pas qu'Akliouche soit dans une méforme monumentale, évidemment, mais tu aurais eu d'autres occasions où tu aurais pu appeler Akliouche, parce que c'est pas forcément le moment où Akliouche est le plus mis en avant, même si il n'est pas dans un moment de méforme pour autant, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais le timing m'a un peu surpris. Une fois que j'ai dit ça, moi je suis content de voir Akliouche, parce que c'est un joueur qui va apporter un peu de fraîcheur, et en fait c'est un profil qui manque en équipe de France. On a beaucoup de joueurs talentueux en équipe de France, mais Akliouche, je trouve que c'est un joueur qui, malgré son, alors j'allais dire jeune âge, il a quand même 25 ans, a un bon équilibre entre phase avec et sans ballon, ce qui doit plaire à Didier Deschamps. Il peut t'apporter un petit peu à la création ce lien milieu-attaque qui te manque parfois, où tu as une équipe de France qui est relativement stérile. Bon voilà, tu as envie d'amener
amener une petite touche créative. Avec Akliouche, tu commences à discuter et ça s'ajoute à des profils que je suis également très content de voir, comme Désiré Doué ou Ryan Cherki. Bon, ai-je besoin d'argumenter, hein, Désiré Doué, je pense que désormais il peut être considéré comme un indiscutable en équipe de France. Et Cherki, bon, je crois que vous avez vu ses débuts à Manchester City, vous avez vu l'excellente saison qu'il a réalisée du côté de l'Olympique Lyonnais. Un peu à la manière de Tolisso, ça a longtemps été une frustration de ne pas le voir en équipe de France. Je pense que Cherki, désormais, il n'y a plus trop de discussion, mais voilà, Akliouche, Cherki, Désiré Doué, c'est du joueur créatif. Il y a des différences évidemment entre ces trois profils. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le même moule de joueurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis content de voir Akliouche, parce que je trouve qu'il n'a pas son équivalent, mais on commence à avoir des mecs qui parlent un peu football en équipe de France. Alors va falloir voir ce qu'en fait Didier Deschamps. Parce qu'on va dire sobrement qu'on est souvent déçu quand on se dit « Oh, on a le potentiel d'être créatif en équipe de France ». Derrière, tu vois les matchs, tu te dis « Bon, on a le potentiel, mais c'est tout. Le potentiel, ça fait pas tout. » Et voilà, très content de voir Akliouche. Et y a le cas des frères Hernandez. Alors, deux situations différentes. Théo Hernandez qui est appelé malgré le fait qu'il va du côté de la Saudi Pro League. Ça rappelle que c'est pas rédhibitoire pour Didier Deschamps. D'autant plus que ça fait suite à une saison qui a été compliquée du côté du Milan. Donc, il avait une excuse tout trouvée pour pas le sélectionner, mais il continue à lui faire confiance. Et Lucas Hernandez, j'ai du mal à comprendre sa présence. Alors peut-être que sa polyvalence est appréciée, vu qu'il peut évoluer latéral gauche, vu qu'il peut évoluer défenseur central, mais je trouve que c'est un joueur qui vieillit très vite. Il n'est pas si vieux, Lucas Hernandez, mais il a enchaîné beaucoup de très graves blessures, et je trouve que ça se voit sur son football, pour le coup, que c'est vraiment un joueur où c'est compliqué pour le très haut niveau aujourd'hui. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être parce qu'on est un peu à poil dans certains secteurs de jeu, parce que Théo Hernandez, qui est un peu en PLS en ce moment, qui sort d'une saison délicate au Milan, même si ça reste un joueur de talent. Lucas Hernandez, je viens d'en parler. C'est Lucas Digne, du coup, le patron à gauche en équipe de France. J'ai rien contre Lucas Digne, hein, je l'ai assez souvent défendu, mais quand tu regardes la profusion de mecs qu'on a en attaque, où tu te dis, tu peux avoir du Dembélé, tu peux avoir du Mbappé, etc., etc., et quand tu regardes ce qu'on doit aligner sur la gauche, bon, évidemment, on n'est pas doté de la même manière partout. Donc voilà, une liste avec, moi je retiendrai la grande frustration Corentin Tolisso, une incompréhension absolument totale de mon côté, une liste où on voit Akliouche apparaître, ça me rend heureux, le timing m'interroge un peu, mais j'ai envie de dire, peu importe, ça rejoint ce que je disais en introduction, il y a des choses qu'on ne sait sûrement pas par rapport aux méthodes, aux critères du staff. Bon, je vais me contenter à prendre ce qu'il y a à prendre. Et maintenant, je vais dire que je suis curieux de voir les matchs de l'équipe de France, parce que du potentiel, il y en a dans cette équipe, malgré un milieu de terrain qui me laisse un petit peu sceptique, mais entre le potentiel et les bons matchs, parfois, il y a un monde. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu de la liste Deschamps. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.